Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Voici les titres de ce 12:45. Recrudescence des grossesses en milieu scolaire et sont la principale cause de déscolarisation des filles. Des témoignages dans ce journal. Relance du secteur art et culture au Bénin, la stratégie mise en place pour lui insuffler une nouvelle dynamique a été présentée aux acteurs culturels. Zoom sur la tirelire, cette caisse traditionnelle conçue pour épargner de l'argent, elle résiste au temps malgré les méthodes modernes d'épargne. Les grossesses en milieu scolaire constituent la principale cause de déscolarisation des filles. Les collèges d'enseignement primaire et secondaire enregistrent de plus en plus des cas de grossesse. Océane Amoussou s'est intéressée aux causes de ce phénomène. Son reportage est présenté par Heureuse Danondi. 2763 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2016-2017. Des chiffres alarmants publiés par le ministère des Enseignements secondaires et techniques, mais qui s'expliquent pour plusieurs raisons. Les parents sont presque irresponsables aujourd'hui parce qu'ils ont démissionné. Ils ne suivent même pas leurs enfants et par conséquent, les enfants déambulent. Quand ils quittent l'établissement pour la maison, c'est autre chose et ils se livrent. Le dialogue entre les parents et les enfants, le dialogue entre la jeune fille et ses parents. À un certain niveau, on se dit que ma fille, elle est toujours petite, je ne peux pas tenir un certain langage avec lui, le sexe est tabou, donc il y a des choses que je ne dois pas dire avec elle. On laisse la maison parce qu'on est occupé, très occupé par notre travail, on quitte tôt, on rentre tard, on n'a pas ce temps de discuter vraiment avec la fille. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent au-dedans d'elle, elle a des questions qu'elle voudrait bien poser à sa maman ou à son papa, mais elle n'arrive pas à le poser parce qu'on ne lui consacre pas ce temps-là. Ce qui fait que l'enfant quitte la maison pour aller chercher ses réponses ailleurs. Le parent qui n'a pas de moyens, il n'est pas absent. Il est à la maison, il donne l'éducation qu'il peut à sa fille. Mais la fille ayant des besoins que le parent ne peut pas subvenir, auxquels le parent ne peut pas subvenir, est obligé d'aller dehors. Le garçon qui lui donne 500 francs ou 1000 francs dehors, bon, en échange, il demande le cesse et elle ne peut pas. Donc la conséquence, la grossesse survient. L'éducation sexuelle d'un enfant, une responsabilité partagée entre le cercle familial et les acteurs de la société. L'éducation des parents à elle seule ne suffit pas, d'autant plus que la rue éduque, l'école éduque, les amis éduquent. Donc la responsabilité de l'école y est pour beaucoup. L'enfant passe plus de temps à l'école. L'enfant est plus en contact des enseignants, de ces éducateurs-là. Donc ça doit aussi venir d'eux. Il y a des mœurs, des bonnes valeurs qu'on doit déjà commencer à inculquer à l'enfant à l'école. Et je dis une chose, les éducateurs aujourd'hui qui se transforment en bourreaux, qui détournent les enfants et qui en font autre chose, ce n'est pas bien. Je vais le souligner parce qu'on a fait face à certains cas où des élèves collégiennes se sont retrouvées enceintes de professeurs. C'est des cas à dénoncer. Farouchement, je suis farouchement contre. L'éducateur, l'enseignant est un éducateur. Il ne peut pas se retrouver en train d'engrosser une fille. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aux enfants dans ce cas-là? Lorsque vous êtes enseignant, éducateur, vous ne devez pas aller sur ce terrain. D'ailleurs, la loi est sévère. Les grossesses en milieu scolaire continuent de faire parler d'elles. Et face au phénomène qui freine l'avenir de bien des filles, il s'avère désormais primordial que les parents puissent discuter de la sexualité avec leur progéniture. Une sensibilisation réfléchie, efficace et honnête est donc indispensable.
Difficultés pour uriner ou à retenir l'urine, sensations de brûlure sont entre autres les symptômes du cancer de la prostate. Voici l'acte 2 de cette maladie dite de la vieillesse, décortiquée par un neurologue qui nous parle de ces manifestations. Ce sont des propos recueillis par Calvado Aquanou et Ulvaeus Balogun. Les manifestations précoces, ce sont les signes urinaires. L'homme a envie d'uriner très souvent. La nuit, se lève 4-5 fois. Quand il va uriner, il traîne dans les toilettes parce que l'urine ne sort pas aisément. Et cela fait penser parfois au diabète dans nos milieux, ou bien on dit infection urinaire. Mais ça peut également être une autre maladie de la prostate. Il n'y a pas que le cancer de la prostate. Il peut y avoir une autre maladie qui n'est pas cancéreuse, que nous appelons hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, tous ces signes qui sont indifférenciés de maladies nous ramènent à la prostate. Un homme qui urine beaucoup, un homme qui pisse beaucoup, vous prenez le bus avec lui, c'est lui qui demande toujours arrête pipi. Vous allez à une réunion, il se lève chaque quart d'heure pour aller uriner. C'est l'homme qui urine, mais quand il va aux toilettes, tout le pot est salé parce que l'urine ne sort pas à nous ses papiers. Il faut penser à consulter un neurologue pour avoir un diagnostic précis. Le symptôme qu'un patient peut présenter qui préjuge d'un cancer, ce sont les douleurs osseuses. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que la maladie a déjà quitté la prostate, a déjà atteint les os. C'est le monsieur qui marchait bien, puis subitement, il fait un petit choc, il cogne sa porte et puis il se casse le pied. Ou bien il cogne la porte de la voiture et puis il se casse l'épaule. C'est-à-dire que son os est fragile. Le cancer a touché, a rongé les os et ces os sont comme de sucre qui se ramollissent facilement, ils se cassent facilement. Donc c'est un patient qui subitement a des lombalgies. Il y a beaucoup de patients qu'on masse dans nos villes pour massage douleur lombaire qui ont en fait des cancers qui sont localisés dans les vertèbres, dans la colonne vertébrale. Donc avant de masser un patient qui a des lombalgies, il y a 50 ans, 60 ans, faites-lui un contrôle médical pour voir s'il n'a pas un cancer derrière. Parce que beaucoup sont devenus paralysés parce qu'on a massé sur un cancer de la prostate. Et cela n'a fait que faire flamber la maladie. Le Bénin dispose d'une pléthore de talents artistiques et culturels, mais leur gestion efficiente et efficace pose problème. Devant les acteurs artistiques et culturels, Oswald Omeki, ministre en charge de la culture, a procédé mercredi dernier à la relance du secteur pour une meilleure structuration. Marcel Arossi, Edmond Humbo. Le secteur des arts et de la culture, relancé au grand bonheur des acteurs culturels. C'est du moins l'essentiel à retenir de l'exposé du ministre en charge du tourisme et de la culture au cours de la cérémonie de présentation des réformes au sein du secteur. Comme vous le savez, malgré tout ce qui a été fait, malgré votre énergie, votre engagement et l'engagement et la volonté du gouvernement, le secteur est encore en deçà de son potentiel. Et donc ce soir, ce sera un petit voyage dans notre univers. Et ce voyage va toucher un peu à chacun de vos secteurs. Beaucoup parmi vous font la fierté de notre pays dans plusieurs pays à l'étranger, sans même que l'État béninois ou le public béninois ne les connaisse. J'aperçois dans la salle des artistes de la musique, des plasticiens, des acteurs de théâtre et autres qui vont à l'étranger, sont respectés dans les festivals internationaux, sont des personnes ressources dont les gens parlent en bien à l'étranger, mais qui malheureusement ne sont pas connus de notre public. Au regard du talent qui est le vôtre dans les différents secteurs, au regard de la volonté qui a été celle des gouvernements, au regard des montants qui ont été engagés, normalement le Bénin devrait être la référence en Afrique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est ce défi que j'ai envie de relever avec vous. Un projet de rêve présenté aux artistes qui ont répondu massivement à l'appel de l'autorité. Ils s'en réjouissent ici. C'est une célébration de l'espérance. Je demande à Dieu de me prêter vie pour que je vive tout ça. Parce que nous attendons ça depuis très longtemps. Toutes ces choses-là, nous les attendons depuis très longtemps. Et maintenant qu'on nous dit que ça va se réaliser, surtout que chaque département, chaque commune va avoir son lieu de spectacle. J'attends voir ça. C'est ce que nous souhaitons depuis pour nous amuser, diffuser nos spectacles. Nous sommes faits pour ça. Nos œuvres seront beaucoup plus médiatisées qu'avant.
Et par rapport au festival, la redynamisation de tout ce qu'on avait déjà comme festival, emmenant ainsi les gens à s'intéresser aux pays de l'extérieur et à nous en tant qu'artistes et acteurs culturels, à créer de la motivation et de l'engouement à notre niveau pour qu'on puisse se perfectionner davantage dans nos œuvres. Ce serait vraiment un exploit et j'attends vivre cet exploit. Dans l'ensemble, ce nouveau projet séduit les acteurs culturels. De grands chantiers sont annoncés pour booster les arts, la culture et le tourisme au Bénin. Conçue pour les épargnes financières, la tirelire est encore d'actualité. Même si les amoureux de cette caisse traditionnelle se font rares, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'elle résiste aux méthodes modernes d'épargne. C'est le constat fait par Christelle Tongodo et Donatien Falola. On l'appelle encore la banque à domicile. La tirelire, dotée d'une petite fente à l'extérieur, est initialement faite à base de l'argile. Souvent attribuée à l'enfance, la caisse traditionnelle est utilisée pour épargner quelques pièces d'argent. J'ai l'habitude de payer ça à mes enfants, que j'utilise pour que j'ai au moins des bénéfices d'une tontine, avoir au moins un fonds de caisse dans leur vie. Puisque eux aussi ils vont avoir au moins quelque chose, ils ont besoin de quelque chose pour payer. J'utilise la tirelire qui me sert à épargner et à m'offrir des cadeaux pendant les fêtes de fin d'année. Il m'arrive en une année d'épargner jusqu'à 5 000 ou 10 000 francs CFA en 2 ans. On achète ça à 100 francs seulement et on commence par mettre. Si c'est 100 francs, on prend comme petit déjeuner, on met 50 francs dedans chaque matin. Et quelques mois après, on a des sous sans le savoir. Sur le marché, on en retrouve pour toutes les bourses, sous des formes aussi diversifiées que variées, avec des spécificités. Moi, je vends des caisses en argile, précisément celle provenant d'Abomey. Celle fabriquée à Sé est la plus convoitée. Les tirelires nous viennent de Sé, de Ghana, d'Abomey et de Porto-Novo. Les prix varient entre 50 et 500 francs l'unité. Cet objet précieux a pendant longtemps conquis le cœur des plus jeunes et même de certains adultes. Il tend progressivement à disparaître au profit des méthodes modernes d'épargne, mais aussi pour d'autres raisons. La tirelire pousse mes enfants à dérober de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus en avoir. Quand on a grandi, on préfère les tontines à grosse somme, et les épargnes sur les comptes bancaires, et on a dû laisser ça. Malgré toutes ces nombreuses méthodes modernes, la tirelire résiste toujours au temps. Elle est devenue la petite banque de maison pour des dépenses d'urgence. Hors du Bénin au Zimbabwe, une batterie de mesures est prise pour relancer l'économie. L'État a décidé d'émettre des obligations de la diaspora sur le marché financier. Secteur concerné, l'or et le tabac, une nouvelle stratégie qui vise à augmenter les rentrées de devises dans le pays. Dans ce cadre, des facilités sont accordées aux entreprises dont les exportations dépassent les $2 000 de marchandises, soit 1 million de francs CFA. D'après les prévisions de la Banque mondiale datant de janvier dernier, la croissance économique du Zimbabwe devrait chuter à 0,9% en 2018 contre 2,8% en 2017. Quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans le monde? Catastrophique, c'est comme ça que l'a décrit l'ONG Amnesty International dans son rapport annuel rendu public mercredi dernier. De la crise migratoire aux différents foyers de tension dans le monde, l'organisation dénonce une passivité ou complicité des dirigeants face à une société civile de plus en plus active. Reportage.
C'est un rapport qui pointe un doigt accusateur sur les dirigeants du monde et qui encourage par ailleurs l'activisme fort remarquable des organisations de la société civile. Amnesty International reproche aux dirigeants des pays les plus riches leur désintérêt vis-à-vis du respect des droits de la personne humaine. L'année 2017 a été marquée par le fait que beaucoup de dirigeants se sont détournés des droits humains, voire les ont attaqués frontalement de manière complètement éhontée et décomplexée. Mais dans le même temps, il y a une montée en puissance, une sorte de sursaut citoyen, une montée en puissance de la mobilisation citoyenne qui a parfois porté ses fruits. Donc c'est pour ça que ce rapport est extrêmement contrasté. Une attention toute particulière est portée sur certains pays mis au banc des accusés. Des actions de l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine, ont été désapprouvées et condamnées par l'organisation internationale pour qui la protection des droits de l'homme dans le monde n'est pas négociable. On retrouve cette tendance à se poser en défenseur de la Grande Russie, cette impression que en fait, les valeurs traditionnelles seraient menacées par l'Occident. Donc M. Poutine s'est très bien instrumentalisé tout cela pour mieux faire accepter en fait, ce qui n'est rien d'autre que des violations des droits humains. C'est pourquoi nous continuons à faire une activité de plaidoyer intense et également à faire signer des pétitions dans tous les pays du monde pour que M. Poutine entende que nous n'avons pas l'intention de le laisser violer les droits humains ainsi. À quelques mois de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies, Amnesty International ne faiblit pas. Pour cette ONG, il est clair que la lutte pour la préservation des droits humains est un combat quotidien. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.